Merci Mikado pour l'accueil aussi de cette masterclass, de la projection du film. Merci à vous, public. C'est important d'être là. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une salle comme ça. Ça fait vraiment plaisir, je vais pleurer. Voilà. Tu veux peut-être introduire? Oui, nous on est hyper contents d'avoir, de soutenir le film. Est-ce que c'est possible de parler un peu plus fort, s'il vous plaît? D'accord, mais je crois que mon micro, bon, non, ça va là, vous m'entendez bien? Oui, ça va super. De soutenir le film de Maxime Jean-Baptiste, Coups et Voix. Bon, le film, on l'a soutenu pour plein de raisons. D'abord, évidemment, pour ses qualités cinématographiques qui sont très fortes et qui posent des questions, justement, une des questions un peu centrales qu'on va examiner dans cette masterclass, qui est celle du rapport entre une mise en... Enfin, qu'est-ce qui serait une mise en scène de fiction et une mise en scène documentaire. Mais cette question-là, qui est une question purement de cinéma, elle se rapporte évidemment à une question beaucoup plus politique, qui est aussi une des grandes forces du film, parce qu'on est sur un territoire, la Guyane, qu'on voit qui est quasiment absent des écrans de cinéma. Et quand il est, c'est pas forcément pour des bonnes raisons. Quand il est présent, c'est pas forcément pour des bonnes raisons. Et là, justement, le film, avec ses questions cinéma, creuse des questions politiques sur notamment comment filmer les traces d'une violence post-coloniale et coloniale et post-coloniale, et sans en reproduire en fait les violences. Donc ça va être un peu ça qu'on va explorer à travers les différents extraits qui posent des questions à la fois, tout pareil, de politique et de cinéma dans cette masterclass. Oui, merci Marie. C'est très simple. Oui, je ne vais pas trop vous introduire les extraits, vous allez découvrir progressivement, mais du coup, le concept aussi, c'était de trouver des extraits de films qui ont inspiré le film. Donc voilà, là vous allez voir 4 extraits qui sont vraiment de factures complètement différentes. Vous allez voir, ça l'orne entre le documentaire, la fiction, l'hybridité et tout d'abord aussi la question de la Guyane, parce que voilà, le film Écoutez moi c'est en Guyane. Et moi ça a toujours été une réflexion pour moi de comment, tu as aussi dit, comment on représente la Guyane en image, comment trouver l'image juste, parce que souvent elle n'est jamais très juste, elle est souvent vue de manière assez grossière, de manière assez stéréotypée. Moi, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Mon père est guyanais, et j'avais besoin de trouver à la fois dans les images quelque chose de juste, qui parlait de mon expérience personnelle. Donc voilà. Peut-être on peut montrer le premier extrait. Oui. Voilà, qui est un peu lié à ce que je vous dis, et je pourrais l'introduire beaucoup mieux après. Oui, je voulais quand même juste dire aussi une chose, sur le film aussi, c'est quand même qu'il ne s'agit pas d'être toujours dans le purement discursif. Alors ça, c'est une grande force du film, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'être juste dans une verbalisation de quelque chose, bien que le film s'appelle Écoutez voir. Mais c'est plutôt quelque chose sur un surgissement de la parole, mais un surgissement de la parole dans un territoire cinématographique dans lequel on va chercher en fait par les images des traces des violences. Et ça, je trouve que c'est très important, parce qu'on n'est pas dans un cinéma qui va juste dire les choses. Il y a la question de la parole et de l'émergence de cette parole, mais ce sont des paroles, c'est pas du discours sur quelque chose. Voilà, la force du film, elle est ailleurs, elle est dans les images du film. Et notamment aussi, du coup, dans le dialogue que tu fais avec les extraits que tu as choisis. Quels sont les poètes que vous aimez? Victor Hugo,
La Fontaine, qui encore Baudelaire, il y a qui? Bon, j'en ai pas tellement beaucoup. Que vous aimez. Oui. Et vous? Bon, J'aime la même chose. Je suis pas très fan pour les poètes. Ni moi. Et vous, qu'est-ce que vous aimez comme poète? Victor Hugo. Et vous, il n'y a pas autre chose? Il n'y a pas quelqu'un d'autre que Victor Hugo? Et en poète guyanais? Stanislas, Cantu. Et puis encore? Comme poète guyanais, que vous apprenez à l'école? À l'école, on apprend que des poèmes de poètes français. À l'école, on apprend des poèmes de poètes français. Vous n'apprenez pas des poètes guyanais? Oui, ça dépend. Ça dépend avec quel professeur. En primaire, pas au collège. Parce que nous, on n'apprend pas de poètes guyanais. Et des romances? Vous connaissez encore pas d'autres? Il y a Joachim du Bellay. Oui, il n'est pas guyanais. Non. C'est tout? Non, ouais, je connais pas. Oui, alors c'est... comme je vous disais, j'ai découvert ce court-métrage assez tardivement. Mais quand j'ai découvert, ça m'a vraiment tout de suite parlé. Et ça parlait de la Guyane. Et donc ça s'appelle Léon G. Damas, qui est un portrait documentaire de Léon Gontran Damas, qui est un poète guyanais, qui fait partie du mouvement de la négritude, donc fait partie de Césaire, Léopold Sédar Senghor, et aussi d'autres figures. Et lui, c'était vraiment une des figures majeures qui représentait la Guyane. Et alors, on trouvera un autre extrait après qui vient de ce court-métrage-là et qui montre aussi l'aspect, on va dire, plus poétique de ce court-métrage. Mais ce qui m'a très fort parlé dedans, c'est la manière dont elle arrive à... Tu peux peut-être dire que c'est Sarah Maldoror, Sarah Maldoror, la réalisatrice, pardon. Merci de me rappeler. Qui est une réalisatrice franco-guadeloupéenne, qui est née dans le Gers en France, mais qui est guadeloupéenne et qui, toute sa vie, elle a fait un cinéma très engagé, très militant. Et ça, c'est un peu la deuxième partie de sa vie, c'est-à-dire que la première, alors elle a étudié en URSS, à la VJK, et elle a fait des films, notamment avec les colonies lusophones, notamment l'Angola, où elle a fait un film qui s'appelle Zambizanga, qui est un film de fiction qui est vraiment sur la colonisation portugaise en Angola, qui est extrêmement fort et puissant et très engagé, anticolonial. Et ça, c'est un peu la deuxième partie de sa filmographie, qui est beaucoup de portraits documentaires, notamment d'Aimé Césaire. Elle a fait beaucoup de films sur Aimé Césaire, et notamment de Thomas. Et voilà, quand j'ai découvert ce film, ça m'a vraiment très fort marqué. Et ce que j'adore en fait dans cet extrait, c'est ce côté, alors voilà, assez libre de la parole. En fait, c'est pas directement, enfin, on pourrait pas dire que c'est directement politique, mais en fait, ça l'est parce que ce que disent ces intervenants, ces personnes qu'elle a rencontrées, ça parle vraiment de la situation de la Guyane, c'est-à-dire que département d'outre-mer, qui est considéré comme la France, mais en fait, en vrai, c'est pas du tout la réalité. Il y a une réalité vraiment coloniale, profondément. On parle de département d'outre-mer, mais pour moi, c'est quelque chose qui masque en fait la réalité coloniale. Et la manière dont elle a pu le mettre vraiment en scène, à travers ces paroles directes, ça m'a très fort parlé quand j'ai découvert. Et ça parlait vraiment d'une réalité. Donc là, je vais vous montrer, et vous allez voir dans le film après, je ne spoil pas le film, c'est ça qu'il faut réussir à faire dans l'exercice. Mais vous allez voir, il y a des passages vraiment qui sont assez similaires en termes de paroles. Mais... Peut-être, tu veux qu'on passe au deuxième extrait, peut-être? Ah oui, qui est dans la continuité, Sophie. On passe au deuxième extrait, donc du même film. Du même film, ouais. Mais voilà. Une autre forme. Rendez-les-moi mes poupées noires, qu'elles dissipent l'image des catins blêmes, marchands d'amour qui s'en vont viennent sur le boulevard de mon ennui. Rendez-les-moi mes poupées noires, qu'elles dissipent l'image sempiternelle, l'image hallucinante
des fantôses empilés féchus dont le vent portonnait la misère miséricorde. Donnez-moi l'illusion que je n'aurai plus à contenter le besoin étal des miséricordes ronflant sous l'inconscient dédain du monde. Rendez-les-moi mes poupées noires, que je joue avec elles les jeux naïfs de mon instinct. Restez à l'ombre de ces lois, recouvrez mon courage, mon audace, redevenu moi-même nouveau moi-même de ce que hier j'étais, hier sans complexité, hier, quand est venue l'heure du déracinement. Le sauront-ils jamais cette rancune de mon cœur? À l'œil de ma méfiance ouvert trop tard, ils ont cambriolé l'espace qui était mien. La coutume, les jours, la vie, la chanson, le rythme, l'effort, le sentier, l'eau, la case, la terre en fumée grise, la sagesse, les mots, les palabres, les vieux, la cadence, les mains, les mesures, les mains, les piétinements, le sol. Rendez-les-moi mes poupées noires, mes poupées noires. Damas a vraiment une voix unique, une voix qui n'appartient qu'à lui seul. Et c'est ce mélange, encore une fois, de pathétique, de nostalgie, d'humour, de ricanement, c'est tout cela qui fait de Damas un poète véritable et un poète inoubliable. Oh, 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 namakamboe, ngai namakamboe, munu para kile ba juli ba lutua, lutua, lutua munu wekloe, lutua munu wekloe, oh namakamboe, ngai namakamboe. C'est un deuxième extrait. C'est pas facile à parler. Désolé pour cette fragmentation. Comment essayer de continuer? Ce que j'ai choisi ce deuxième extrait, c'est un peu c'est une autre forme aussi qui apparaît dans le film, qui est là beaucoup plus poétique, et aussi une réflexion aussi sur le paysage guyanais. Et ça m'a aussi beaucoup parlé pour côté voix, c'est-à-dire comment représenter la Guyane, mais encore une fois d'une manière juste, sans mettre de côté la beauté, mais en même temps en mettant vraiment au centre l'histoire de ce paysage-là. Et je trouve qu'elle l'a fait de manière assez subtile. Alors, on voit des ruines, et tout ce que vous voyez, c'est un peu les restes, on va dire, de l'esclavage, de la colonisation, des restes d'industrie, une romerie, une sucrière, c'est tous ces symboles industriels vraiment de l'esclavage qui restent là et qui sont repris par la nature. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui m'a aussi très fort parlé de parler de l'histoire, mais vraiment à travers l'image et à travers une certaine subtilité. Et à un moment, alors au début, c'est la voix de Damas, qui fait aussi des poèmes avec une force assez grande. Et ensuite, c'est Aimé Césaire qui commente, qui était Damas, qui était aussi un de ses grands amis. Et voilà, je trouve que dans un cadre assez documentaire, peut-être classique, elle arrive à en faire quelque chose d'assez poétique, assez fort. Oui, il y a aussi dans cette mise en image du poème qui est très fort, il y a aussi la mise en dialogue déjà de cette femme qui représente et de ses enfants dans cet bâtiment qui est là pour représenter en fait les peuples autochtones aussi qui ont été colonisés et paupérisés, et effectivement le moulin d'une romerie, la nature sauvage. Et il y avait quand même la question qu'on avait un peu soulevée la dernière fois, qui est malgré tout, c'est vrai on est quand même le film date de 1994, et en fait, malgré tout, il reproduit
quand même une forme, enfin en tout cas à mon sens il produit quand même une certaine forme de violence parce que et dans le premier extrait aussi on a quand même une essentialisation des gens, c'est-à-dire qu'en fait ils sont là pour représenter quelque chose. Cette femme avec cet enfant, en fait, on ne sait absolument pas qui c'est, on ne sait pas si elle vient d'une communauté marron, est-ce que c'est métissée, on ne sait pas du tout, et elle n'a pas de parole, elle est là pour représenter les peuples, et en fait, voilà, elle n'existe que en tant que représentation d'une idée, ce qui est quand même un petit peu... Enfin, je veux dire, maintenant, c'est vrai qu'on a plus tendance à faire ça, parce que c'est quand même assez violent pour les gens, malgré tout, même si, bien sûr, elle sait très bien qu'elle est filmée, elle est consentante, comme par exemple dans l'extrait avec les jeunes filles là, qui s'adressent à la caméra, on a les jeunes filles, et puis tout d'un coup, elle fait un plan de coupe sur un monsieur assez âgé, qui est un des travailleurs... qui est là, et lui qui n'a pas du tout de parole, enfin, on n'entend pas sa voix, il dit rien, il est là aussi pour représenter un peu le petit peuple guyanais, et dans une forme quand même d'essentialisation qui esthétise les personnages, et malgré tout, ça c'est un peu, voilà, c'est une pratique qu'on a tendance quand même à plus faire maintenant, surtout en documentaire. En tout cas, dans les documentaires qui se posent des questions de ce type-là, parce que vous pouvez en voir plein, effectivement, il va y en avoir plein dans plein de documentaires, ce genre de choses, mais c'est quand même... Non, effectivement, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait cette lecture tout de suite, mais c'est vrai que ça pose des questions. Après, je vois aussi, c'est vrai que Sarah Maldoror, vu qu'elle a étudié en URSS, un type de cinéma aussi qui est avec une certaine idéologie, une certaine vision de la politique. Et d'ailleurs, c'était le cas aussi à cette période de beaucoup d'autres cinéastes dont vous avez dû entendre parler, Djibril Mambéty Diop, ou Ousmane Sembène, ou encore Souleymane Cissé qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui étaient des cinéastes qui, liés aussi, exactement avec l'URSS dans leur pays d'origine, ont pu faire leurs études en URSS dans cette école de la VJK, qui a été Tarkovsky, par exemple. Et ils ont une certaine façon aussi de voir l'image, et en fait ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on retrouve ça aussi dans ces fictions, mais je trouve qu'on retrouve ça aussi ici, c'est-à-dire, effectivement, il y a, en fait, je crois aussi que ces idées subjectives, politiques, sont à un niveau très important, et parfois effectivement dépassent aussi on va dire la mise en scène ou les personnes qui interviennent, et donc c'est toujours, oui, c'est ambivalent, même si pour moi je trouve ça très très fort et important, mais je vois tout à fait aussi ce que tu veux dire. Et dans le film, il y a un autre moment que moi je trouve hyper fort, c'est en fait elle retourne sur ce qui reste du bagne de Cayenne, donc qui quand même, malheureusement la Guyane a été rendue célèbre à travers le bagne. Et elle pose dessus un poème de Léon G. Damas qui dit en gros les prisonniers de la transplantation ont laissé la place aux sans domicile fixe. Et en fait, c'est très très fort. En fait, là on a vraiment une mise en image de la violence coloniale, parce qu'en fait, effectivement, à cette époque-là, en tout cas, je ne pense pas que ce soit le cas maintenant, mais il y a des sans-domicile fixe qui occupent en fait les ruines du bagne, et du coup, on saute vraiment de la violence coloniale avec le bagne à l'engendrement de la misère sociale que tout ce mouvement a engendré, quoi. Et ça, c'est juste en une image avec le poème de G. Damas. Et d'ailleurs, ensuite, elle continue sur Kourou, et parce que le poème de Léon G. Damas inclut là-dedans, dans ce mouvement-là, aussi l'hypertechnologisation du territoire à travers la
La basse facette. La basse facette, du coup, ouais. Effectivement. Mais peut-être justement, ça va être la transition aussi avec la troisième séquence aussi dans. Si je peux faire alors là, ça va être vraiment complètement différent, mais moi, ce qui m'importait aussi, c'était de comment faire fiction aussi, ce qui était vraiment un questionnement. Là où on était vraiment sur des questions vraiment de réel, moi ça a toujours été une question de, voilà, aussi quand j'étais enfant, c'est quoi les fictions qui représentent aussi la gueule. Et durant mon parcours, du coup, voilà, je voyais beaucoup de films, et là on va vous montrer un extrait d'un film qui moi m'a marqué beaucoup de gens, m'a aussi fort marqué. Mais voilà, sur cette question de la fiction qui aussi arrive à générer un imaginaire lié à l'histoire, lié à l'histoire coloniale, mais là très subtil. Et j'en parlerai après, plus d'extraits. Je préfère vous le laisser pour le voir. Donc du coup, on voit d'autres extraits. How you been? I'm alright. I ain't sleeping. Why not? I had if you knew you It's cried. bad dreaming. Still? You ever thought about talking about it with somebody? I mean, maybe not even like a counselor, maybe somebody like your mama. Yeah. Yeah, it sounds funny to me too. You talked to Teresa? Yeah. How's she doing? Good. Good. When you go home, man? Home? This is home. You know, I mean, they allow me to stay and work as long as I like. I figure might as well help other folks. Get myself out of trouble. That's good, Mama. Yeah. Yeah, I think it is too. I really do. So you still in them streets? You come all the way the hell to Georgia to have you fall into the same shit, Chiron. No. You gon' listen. Go. To who, Ma? Huh? To you? Really, though? Please. Please. I messed up. I mean, I fucked it all the way up. I know that. But your heart ain't gotta be black like mine, baby. I love you, Sharon. I do. I love you, baby. I mean, you ain't gotta love me. Lord knows I did not have love for you when you needed it. I know that. So you ain't gotta love me. But you gonna know that I love you. You hear? You hear me, Sharon? I hear you, Mama.
I'm sorry, babe. I'm so sorry. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Certaines doivent connaître ce film, Moonlight 2016 de Barry Jenkins, voilà, qui est devenu un événement aussi très important. Il a eu l'Oscar. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vraiment au début, Barry Jenkins a commencé avec vraiment une comédie assez modeste. Et c'est devenu vraiment un événement comme ça, une boîte de distribution A24 qui est venue et qui, je crois aussi des personnalités, Brad Pitt et compagnie, ils ont rajouté de l'argent et c'est devenu un peu quelque chose de planétaire, mais moi ce qui m'a impressionné dans le film, c'est qu'avec une économie assez légère et une certaine modestie, il arrivait vraiment à toucher des choses très justes par rapport à ces communautés afro-américaines. Et d'où il vient d'ailleurs, à Miami. Donc c'est quelque chose aussi qui est lié à son propre vécu. Bon, voilà, aujourd'hui, Barry Jenkins, il réalise des films comme Mufasa ou d'autres gros projets. Mais ce film m'a toujours marqué. Et vous allez le voir dans le film, il y a vraiment cette question de la tendresse aussi, de la douceur. C'était vraiment quelque chose qui m'importait pour moi dans le film, de comment représenter des corps noirs dans une certaine situation sociale, économique, post-esclavagiste, post-coloniale, mais avec de la vie. Et je trouve qu'il arrive vraiment très bien à faire aussi dans ce film. Oui, en fait, c'est aussi, ce qui est très beau, très beau dans le film, mais comme tu dis aussi, que tu traverses aussi à travers toutes tes voix, c'est aussi la question de la fragilité, derrière la violence, mais derrière aussi la construction que ça impose aux gens, que cette violence impose aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je résume très vite le Moonlight pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'histoire on va suivre l'histoire de ce jeune homme, en fait, depuis son enfance, où il est élevé par une mère qui est addict aux drogues et qui est pas très capable de l'aider, et puis son adolescence, et ensuite il va devenir dealer, et en même temps il y a la question de son sexualité qui va traverser le film comme ça. Et c'est vrai que du coup, on y met au centre en fait ce qui est un corps qui peut résister à cette violence, c'est-à-dire un corps hyper viril, avec dans le lit de drogue qui est lui-même, qui demande beaucoup de prise de risque et beaucoup de force. Et dans ce personnage, en fait, il va questionner vraiment la fragilité. Et là, cette scène, elle est hyper belle parce que, en fait, ils sont tous les deux pris dans leur propre fragilité et ils essayent de s'en dépatouiller. Mais quand elle lui dit, c'est pas bien, tu es
l'empêcher de retourner dans le deal de drogue, en fait, qui lui dit mais qu'est-ce que tu as à me donner des leçons parce que c'est pas toi qui vas m'en donner, quoi. Et on sent comment chacun en fait a souffert souffre de ce manque de cette violence dans lequel il baigne quotidiennement. Et je trouve aussi que le plan, en fait, quand on sort de cette douleur mère-fils comme ça, et qu'on passe sur l'autoroute américaine, on rentre vraiment dans un paysage là où pareil, pour moi, il y a quelque chose vraiment de l'extrême violence de l'hypercapitalisme qui fait une sorte de table rase de la nature, contrairement par exemple à ce que vous pouvez voir chez Sarah McDoror. Là, on est dans une nature qui a été rasée, on est au ras du bitume, comme ça. Pourtant, le paysage est très, très grandiose, le plan est très large, mais en fait, on est au ras du bitume et on est dans une espèce de solitude de ce mec qui est dans cette bagnole, en fait, où il n'y a pas une âme qui vive, et il roule comme ça dans cette nature rasée. Pour après plonger dans cette espèce d'image un peu d'Éden qui devrait être celui d'enfance, qui est ces petits-enfants qui jouent, qui s'amusent ensemble et tout ça, et que lui a évidemment complètement perdu. Donc, en très peu de choses, en fait, le film nous raconte quand même quelque chose d'excessivement politique aussi. Oui, et peut-être pour justement l'autre extrait, je pense que c'est aussi un film sur c'est un peu sur un coming of age, l'histoire d'une maturité. On suit sur 3 périodes, donc début enfant, puis ensuite adolescence, et là âge adulte, jeune adulte. Et c'est vraiment là comment traverser ces 3 âges qui sont très importants. Comment il va grandir. Et ça, c'était vraiment quelque chose pour moi, de très questionnant aussi par rapport à mon film, c'est-à-dire comment, parce que j'ai filmé aussi un tout jeune, dans mon film, il avait 13 ans, et plus je le filmais, plus je le voyais grandir. Et du coup, moi, je me posais des questions, comment, parce que là, il a mon personnage dans le film que vous allez voir, il a le même âge à un moment que aussi un de ces personnages-là, et on se pose des questions, comment ce garçon va grandir, qu'est-ce qu'il va devenir. Et ça, c'était vraiment une obsession pour moi, un vrai questionnement. Et c'est vrai que ce film est très beau, parce qu'il montre que chaque âge est différent aussi. C'est pas c'est pas linéaire, mais chaque âge a une vraie particularité. Et on peut faire même des sauts dans le passé, tout en avançant. Et voilà, c'est vrai que ce film là-dessus est très fort. Peut-être ça peut être la transition. Avec le 4e extrait qui parle justement de cette question de la jeunesse.
regardant les deux extraits comme ça, je me dis qu'il y a vraiment beaucoup de passerelles à la fois entre les deux extraits, Moonlight et Low Tide. Ah oui, il faut peut-être quand même essayer de peut-être présenter Low Tide avant tout ce qu'on sait. Oui, alors du coup, ce film s'appelle Low Tide de 2012, c'est d'un réalisateur qui s'appelle Roberto Mervini, qui est italien, mais qui vit aux États-Unis depuis de nombreuses années, qui a fait la plupart de ses films aux États-Unis. Et ce film fait partie d'une trilogie, la trilogie texane, donc sur un film qui a tourné au Texas, où il habitait, il a rencontré des gens. Et il a fait avec ces personnes-là qu'il a rencontré des films à la lisière entre fiction et documentaire, donc ce qui est vraiment une question dans mon film aussi. Donc comment travailler avec des gens du réel en leur faisant faire faire participer à des mises en scène de fiction. Alors ce passage, c'est vrai que vu comme ça, c'est peut-être très léger et presque très banal. Et cette scène arrive presque idyllique. Presque idyllique, mais cette scène arrive juste après que le jeune Lai a fait une tentative de suicide. Voilà. Je ne donnerai pas plus de détails, mais c'est vraiment un film en soi qui questionne beaucoup. Moi, j'ai vu quelques mois avant le tournage et ça m'a très fort marqué, ça m'a touché. Et cette scène, d'ailleurs, vous verrez dans mon film, j'ai quasiment fait une copie de cette scène dans mon film. Mais ça posait beaucoup de questions, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller avec des personnes réelles, à leur faire jouer des choses qui peuvent être vraiment des traumas, leur faire jouer des traumas, alors que ces traumatismes peuvent être très fort liés à eux, à leur vécu. C'est vraiment une question qui s'est posée sur tout le parcours de mon film, jusqu'où on va avec une équipe. C'est en hiver ou en été le film? Là, à mon avis, ça doit être en été, je pense. Oui, mais j'ai pas tous les détails, je sais pas exactement quand, je pense que c'est en été. Oui. Au Texas, ouais. Mais du coup, en fait, il y avait deux choses que je voulais dire sur cet extrait. C'est en fait, on est dans les deux extraits avec une mère et son fils. Évidemment, les deux extraits, Barry Jenkins avec Moonlight est vraiment totalement fictionnel. Et les gens se parlent. Il y a la parole qui intervient entre eux et qui, voilà, les choses sont dites. Dans le film de Roberto Minervini, et ça, c'est un peu à l'image de tout le film, ils ne se parlent pas, il y a quasiment aucune parole, si ce n'est des banalités juste comme ça qui traversent le film, mais c'est quasiment, enfin, ils ne se parlent jamais. Et il y a la figure quand même de l'enfant qui est une sorte de révélateur de la violence des adultes que tu vas en fait explorer aussi dans ton film, cette question de l'enfant comme révélateur d'une violence beaucoup plus large. Mais évidemment aussi, il y a une grosse question qui est celle de l'utilisation de la mise en scène de fiction dans le documentaire pour toi et avec des vrais personnages, en s'appuyant très fortement sur la vie des personnages pour Roberto Minervini, qui est pour moi complètement diamétralement opposé dans la façon dont vous allez les utiliser, quoi. Parce que en fait, là où toi tu l'utilises pour justement écouter les voix, faire écouter les voix, faire surgir les paroles, permettre à la parole de se libérer. Là, Minervini, lui, il met une chape de plomb sur la parole, et en fait, du coup, c'est quand même d'une très grande violence pour les personnages qui filment, parce que eux, ils sont, on est vraiment, ils les laissent mariner dans leur misérabilisme, dans leur violence de elle est aussi addicte aux drogues, c'est le petit garçon qui s'occupe de tout à la maison, et en fait ils n'auront jamais une parole, quoi. Et on est quasiment, enfin pour moi on est quand même dans ce qu'on peut appeler
du porn poverty, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde des gens se dépatouiller dans leur merde, disons les choses comme elles sont, sans qu'ils aient en fait sans qu'ils puissent vraiment agir là-dedans, sans qu'ils puissent vraiment, sans qu'on puisse atteindre en fait leur intimité et qu'ils puissent, avoir leur mot à dire, quoi. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin, on verra après après écouter les voix, mais c'est très intéressant de voir comment en fait le même outil finalement produit quelque chose de diamétralement opposé. Effectivement, peut-être pour quelques derniers mots, mais je pense qu'effectivement il y a. C'est aussi, je pense, un film qui se voit dans une filmographie plus entière. Je pense qu'il se voit avec les autres films de la trilogie, puis aussi un autre film qui est plus tardif, que je trouve peut-être plus juste, qui s'appelle What You Gonna Do When the World's on Fire, qui est son documentaire de 2018. Là, sur une communauté à Nouvelle-Orléans, afro-américaine, et là, pour la question de la parole, je la trouve peut-être plus. Mais je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. Mais voilà, il est en travail, mais c'est vrai que pour moi, ça reste des inspirations, mais je suis d'accord avec toi que ça pose beaucoup de questions, surtout ce film-là. Le garçon, il est mis dans des situations qui vraiment posent des vraies questions, puisqu'on ne regarde pas vraiment une fiction. C'est donné comme un drame, mais c'est des vraies personnes qui vivent des choses assez dures, donc c'est vraiment très question. Oui, c'est vrai que sur What You Gonna Do When the World is on Fire, pour moi, mais bon, c'est une autre. Mais c'est qu'en fait, il y a de la parole, mais le problème, c'est que c'est de la parole vraiment qui vient dans plusieurs scènes un peu centrales, qui vient de Minervini et pas directement des personnages. Et là, c'est encore une autre forme de violence, alors que, par exemple, toi, c'est jamais quelque chose que. On discutera après de ta façon de travailler, mais il ne s'agit pas de faire mettre des mots dans la bouche des gens qui sont en train d'exploser leur vie, quoi. Il s'agit quand même d'écouter les gens, ce qu'ils ont à dire sur leur propre vie, et de ne pas vouloir leur faire dire des choses qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément d'eux. Mais bon, ça c'est une autre question sur cet autre film-là. Voilà, on va écouter les voix. Hein. Oui, voilà, on va voir le film du coup. Voilà, c'était des extraits un peu d'analyse pour un peu vous plonger maintenant dans l'univers du film. Et ensuite, on pourra discuter du film après. Voilà. En tout cas, merci. J'espère que ça vous a donné un peu d'idées pour la merci pour la question.